Le conseil qui a rendu Steve Jobs milliardaire est exactement le même que celui qui a envoyé Elizabeth Holmes en prison avec son affaire Theranos. Theranos c'était une start-up de biotechnologie qui prétendait transformer le marché des tests sanguins. Ce conseil, c'est fake it until you make it, ou bien feindre le succès jusqu'à ce que tu atteignes le succès. Aujourd'hui, je vais te prouver pourquoi ce mantra est souvent une escroquerie déguisée en développement personnel et pourquoi, paradoxalement, c'est aussi une méthode qui pourrait être efficace pour lancer un produit. Donc les deux à la fois, tu devrais te méfier, mais aussi l'appliquer. Donc je vais te dire dans quelle situation tu peux appliquer ce conseil, quand est-ce que ça peut marcher et quand est-ce que ça va te porter préjudice. On pourrait penser à tort que la fameuse hustle culture ou la culture de l'hyperproductivité, c'est quelque chose qui est né avec Instagram et les réseaux sociaux d'une manière générale. Mais c'est pas vrai, parce que en réalité, c'est juste une forme de mutation de l'économie qui s'est faite en 3 grandes étapes dans l'histoire. Déjà, on peut voir que depuis la fin du 19e siècle, on parlait déjà du travail acharné comme une sorte de vertu morale et du succès financier comme un signe d'élection divine. Ouais, rien que ça. Notamment dans les travaux de Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. En gros, à l'époque, si tu étais pauvre, ou bien si ton projet stagnait, c'est que tu étais maudit par Dieu. Un loser spirituel, quoi. Et 2 siècles plus tard, tu vois bien que cette culture n'a pas changé, c'est juste la forme et le costume qui ont changé. On a juste remplacé les pasteurs puritains par des mecs en sweat à capuche sur LinkedIn et Instagram ou YouTube qui t'expliquent devant un micro en regardant le mur à côté que si tu fais pas 10K par mois, minimum, c'est que t'as pas le bon mindset et que t'es un loser. Et il faut dire que la Silicon Valley et son mythe de la réussite fulgurante entre les années 90 et 2000 a joué un rôle très important dans le développement en masse de cette culture de l'hyperproductivité à tout prix. On a tous en tête l'image d'Épinal des fondateurs comme Steve Jobs ou bien Elon Musk qui dorment sous leur bureau et qui créent des empires technologiques à plusieurs milliards dans leur garage. Le surmenage est presque devenu une sorte de badge d'honneur, la preuve ultime de la passion et de la résilience. Ensuite, il y a eu un point de bascule dans les années 2009 à 2010 avec le web 2.0. Là, c'est la véritable naissance de l'hyperproductivité moderne. Elle est incarnée par la sortie du livre intitulé Crush It de Gary Vaynerchuk en 2009. Bosser dur est passé d'une nécessité économique à une esthétique performative. Et avec l'essor des réseaux sociaux, on va pas te demander seulement de travailler dur aujourd'hui. On va te demander de montrer que tu travailles dur et que tu réussis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'esprit des vidéos de Alex Hormozy. Mais la réalité brute est que aujourd'hui, la majorité des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne veulent pas coloniser Mars comme Elon Musk. Ils veulent pas forcément devenir milliardaires comme Alex Hormozy. Ils veulent pas forcément révolutionner la tech dans un garage. Ton but aujourd'hui, c'est que tu veux peut-être juste vivre de ton activité, d'avoir ton indépendance financière, de choisir tes horaires, de passer du temps avec tes proches, de pouvoir partir en vacances. Bref, tu cherches peut-être la liberté et l'indépendance. Mais le logiciel de la hustle culture, de cette culture de l'hyperproductivité, ne fait pas cette distinction. Donc il va te bombarder du même message. Si tu vises pas l'empire, c'est que t'es un lâche et un loser. Cette pression invisible a des conséquences destructrices sur ta santé mentale et ton business, parce qu'elle produit 3 effets toxiques. D'abord, la paralysie par la comparaison. Donc quand ton flux d'actualité est inondé en continu de personnes qui affichent des réussites insolentes, souvent gonflées à l'hélium, ton cerveau va faire un calcul biaisé. Tu compares ton bordel intérieur avec la vitrine parfaite des autres. Résultat, tu te trouves nul. Et au lieu de passer à l'action, tu vas continuer à stagner. Tu vas rentrer dans une sorte de paralysie analytique où chaque décision te semble insuffisante. Deuxième conséquence, le burn-out financier. Pour atteindre ces standards irréalistes que tu vois sur les réseaux sociaux, tu vas investir de l'argent que tu n'as pas dans des formations miracles pour scaler un business en 90 jours qui n'a même pas encore des bases solides. Tu achètes des outils complexes, tu achètes peut-être des tunnels de vente à rallonge, alors que tu as juste besoin de parler à des humains. Troisième conséquence, c'est la dissonance cognitive. Parce que tu te retrouves écartelé entre tes valeurs profondes, notamment la valeur de l'honnêteté, du travail bien fait, surtout bien accompli. Est-ce que le marché semble exiger pour réussir dans cette culture de l'hyperperformance
performance. Et c'est à ce carrefour de la frustration et de la comparaison constante que naît le fameux fake it until you make it. Fais-le jusqu'à ce que tu y arrives. Puisque la barre est placée tellement haut, puisque l'esthétique de la réussite est devenue obligatoire pour exister dans ce monde, et toi tu te dis que tu n'as pas le choix parce que sinon tu n'aurais pas de place. Pour obtenir ton premier client, tu as l'impression de devoir quelque part mentir ou bien enjoliver la réalité, ce que font beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui. Pour vendre ta première prestation, tu te sens obligé de te faire passer pour une agence internationale alors que tu es juste seul dans ton salon en pyjama. On doit faire un détour par les sciences de gestion. Et plus précisément par les travaux d'un chercheur américain nommé Barry Stowe. En 1976, il a théorisé le concept fondamental sur l'escalade de l'engagement, escalation of commitment. C'est la tendance humaine à persister dans une mauvaise décision, à y investir encore plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent, simplement parce qu'on a déjà mis de l'argent, du temps, de l'énergie, de l'identité, le biais des coûts irrécupérables. Quand tu passes 4 heures par jour sur les réseaux sociaux et que tout ton écosystème te montre des réussites insolentes, des screenshots de Stripe, de PayPal, des mecs qui arrivent à scaler à des montants incroyables en 3 semaines, ton cerveau finit par croire que ça, c'est la norme. Le problème de ces faux experts, ils ont polluer le marché. Et pour comprendre ce phénomène, on va passer par les sciences économiques, notamment le marché des tacos ou The Market of Lemons. À l'origine, Akerlof étudie le marché des voitures d'occasion. Il explique dans ses travaux qu'il existe 2 types de voitures. Les bonnes voitures, qu'il appelle les pêches, et les voitures défectueuses cachées ou les tacos. Ici, les lemons en anglais. Le problème, c'est ce qu'on appelle en économie l'asymétrie d'information. Le vendeur sait parfaitement ce que vaut sa voiture, mais l'acheteur de son côté ne voit qu'une carrosserie brillante de l'extérieur. Il est donc incapable de savoir au premier coup d'œil si le moteur est sain ou s'il va lâcher au bout de 10 km. Et donc, comme l'acheteur a peur de se faire avoir, il a peur de se faire arnaquer par un taco, il refuse de payer le prix fort. Il va donc proposer un prix moyen, une sorte de tarif de sécurité, il va essayer de négocier, sauf que ça pose un vrai dilemme, parce que le propriétaire d'une vraie voiture, sachant que son véhicule vaut vraiment cher, refuse de la brader à ce prix moyen. Il va donc quitter le marché. À la fin, il ne reste sur le marché que des vendeurs de tacos. Donc des vendeurs de voitures de mauvaise qualité. Et donc le résultat, c'est ce que la confiance s'effondre totalement et le marché meurt. Revenons à ton business. Aujourd'hui, le marché, justement, est saturé de ces fameux tacos. The Market of Lemons. Toi, tu as peut-être de vraies compétences, tu t'es formé vraiment, tu es techniquement très bon, tu as de l'expérience et tu passes des nuits à peaufiner ton expertise, à peaufiner la qualité de tes livrables. Mais en face, il y a les fameux tacos, les lemons. Ce sont les faux experts, les adeptes du fake it until you make it version très toxique. Ils n'ont aucune expérience, mais ils ont une carrosserie très brillante. Ils ont des captures d'écran qui en mettent plein les yeux, une image qui peut impressionner. Ils peuvent avoir de faux avis, de faux retours, des discours ultra assurés et des promesses de résultats magiques, souvent irréalistes. Pour un client qui veut recruter un consultant, la symétrie d'information est totale, parce que face à son écran, il est incapable de faire la différence entre ton expertise réelle et le bluff du fake expert qu'il voit partout sur Internet. Et c'est à cause de ce mécanisme aujourd'hui que tu galères à te faire une vraie place dans ce marché saturé, parce que les faux experts saturent l'espace de fausses promesses, la confiance générale est en train de s'effondrer et ce sont les professionnels les plus honnêtes et les plus qualifiés qui finissent par quitter le marché par dégoût ou par manque de rentabilité parce qu'ils ne peuvent pas se faire une place dans ce marché de faux experts. Pour résumer tout ça, garde cette image en tête. Feigner sa compétence, c'est comme construire un décor de cinéma. C'est peindre une magnifique porte blindée sur un mur en carton. Visuellement, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, l'illusion est parfaite. Tu peux impressionner la galerie pendant un certain temps, mais ça ne tient pas dans le temps. Le business, c'est pas ça. Le business, c'est la vraie vie. Et au tout premier client qui va s'appuyer sur la porte pour entrer chez toi, tout va s'effondrer. La façade va se déchirer. Tu vas te retrouver à nu face à de vraies responsabilités et surtout face à la possible perte de crédibilité dans le temps. Le fake it until you make it, c'est une hérésie économique.
Pour que tu saches où placer le curseur dans ton propre business, tu peux utiliser l'analogie de la cuisine de restaurant. Imagine que tu ouvres un nouveau restaurant. Tu as le droit de mettre une jolie nappe, tu as le droit de mettre une belle décoration, une belle lumière, une belle carte imprimée qui donne l'impression que tout est contrôlé. Alors qu'en cuisine, ton chef est peut-être en retard, les plaques chauffantes viennent de sauter et c'est la panique à bord pour sortir les assiettes. Ça, c'est de la gestion interne de l'infrastructure. C'est-à-dire le client, il s'en fiche tant que l'assiette qui arrive sur sa table est délicieuse et les produits sont de qualité et le travail est bien fait. En revanche, tu n'as absolument pas le droit d'écrire sur ta carte filet de bœuf aux truffes maison si tu lui sers du surgelé premier prix parce que tu ne sais pas cuisiner, t'as pas de chef et t'as pas d'infrastructure. Transposant cet exemple à ton activité de solopreneur ou de consultant. Ce qui est autorisé aujourd'hui, c'est de créer une belle page de vente. Ce qui est autorisé, c'est de fixer un prix. Si tu crées aussi une formation en ligne, tu peux commencer à le faire seulement quand tu as tes premiers clients et tu peux leur dire d'ailleurs que tu vas le faire en direct avec eux. C'est ce que Stan Leloup appelle le lancement inversé. Ça, c'est tout à fait possible si tu es honnête dans ta démarche. Tu peux tout à fait mettre en place un outil de paiement simple pour traiter les accès manuellement par mail la nuit en faisant croire que le système gère les accès automatiquement, tu testes l'échelle. Ce qui est interdit en revanche, le fameux fake it until you make it version toxique, c'est de dire que tu as généré 500 000 euros de gains pour tes clients alors que tu n'as jamais géré un budget publicité de ta vie. Ce qui est interdit, c'est te vendre par exemple comme un expert en SEO alors que tu as juste lu 2 articles de blog la veille et tu as demandé à ChatGPT de faire le boulot à ta place, n'ayant aucune stratégie solide, aucune réelle expertise. Là, tu es en train de mentir sur le produit et ta compétence. Alors concrètement, on fait quoi ? Je te propose de remplacer le fake it until you make it par le face it until you make it. C'est-à-dire affronte la réalité, assume-la pour en faire ta plus grande force stratégique. Au lieu d'essayer de cacher le fait que tu lances un nouveau projet ou bien que tu es en train de tester un nouveau service, tu vas en faire ton argument de vente principal. Et ça marche très bien si tu sais comment amener le message. Quand tu lances une nouvelle offre, va voir tes prospects cibles et dis-leur la vérité. Je maîtrise parfaitement ma compétence, mais je lance un tout nouveau format d'accompagnement. Je cherche mes 3 premiers clients pionniers pour co-construire cette première version avec moi. Et en échange, je vous propose un tarif préférentiel par exemple, et une disponibilité totale de ma part pour que vos résultats soient impeccables parce que vous allez devenir mes futures études de cas. En faisant ça, tu vas désarmer immédiatement la méfiance. Tu n'es plus perçu comme le vendeur de tapis qui essaie de paraître plus gros que ce qu'il est. Tu seras le professionnel rigoureux qui valide sa méthode avec ses clients. Et les humains, ils adorent faire partie des coulisses d'un projet qui se construit. Tu peux aussi devenir l'antidote du marché. Et dans un monde saturé de promesses en carton, des façades lisses, la transparence est devenue aujourd'hui l'avantage concurrentiel le plus rare et le plus rentable du marché. Quand tu arrives devant un client potentiel et que tu lui dis « voilà ce que je sais faire, voilà ce que je ne sais pas encore faire et voilà comment on va avancer », tu vas instantanément briser l'asymétrie d'information parce que le client, il peut se dire c'est intéressant, voilà quelqu'un qui ne cherche pas à me bluffer et qui a confiance en lui. Et là, tu prends ta place. T'as pas besoin de louer de faux bureaux, t'as pas besoin d'inventer une équipe de freelance fantôme ou de gonfler tes chiffres pour avoir le droit d'exister. T'as pas besoin de feindre jusqu'à ce que tu y arrives. T'as pas besoin d'appliquer le fake it until you make it. Donc cette démarche que je te propose, elle est beaucoup plus transparente, beaucoup plus solide, beaucoup plus honnête et c'est surtout beaucoup moins lourd à porter pour toi, pour ta santé mentale et c'est infiniment plus solide pour ton compte en banque et pour ta réputation. Et si le sujet d'aujourd'hui résonne pour toi, tu peux commencer par mettre un pouce et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Enfin merci et à la prochaine.